Hello, bienvenue chez Les Mères Nature, le podcast qui accompagne toutes les étapes de ta grossesse. Après une première saison riche de 25 épisodes et des centaines d'écoutes, nous sommes en train de préparer activement la suite. En attendant, tu retrouveras sur notre profil la rediffusion de vos épisodes favoris ainsi que des épisodes hors série. Et c'est le cas du prochain, alors bonne écoute. Je suis Cécile et moi c'est Livia. Nous sommes sœurs et fondatrices de Gariguette qui te propose ce podcast. Retrouve-nous sur Instagram, sur gariguette au pluriel-fr et sur notre site web gariguette.fr où tu découvriras nos infusions adaptées à chaque trimestre de la grossesse. Bonne écoute! Aujourd'hui, chez les Mères Nature, on va parler de sexualité pendant et après la grossesse. C'est un sujet malheureusement encore tabou et on est ravis d'accueillir Pauline Schilacci pour en parler. Pauline est infirmière et sexologue clinicienne. Elle est l'autrice du livre « Enceinte, j'adapte ma sexualité » paru aux éditions InPress. Elle est donc l'invitée parfaite pour nous aider à démystifier ce sujet. Hello Pauline. Hello Cécile. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Alors j'ai plusieurs statuts, alors que ce soit dans ma vie personnelle comme professionnelle. Donc j'ai 33 ans. Au niveau perso, j'ai 2 enfants et j'ai également un enfant qui m'a fait être mamange. Et au niveau professionnel, j'ai un double emploi, comme tu l'as dit. Je suis infirmière depuis maintenant 12 ans. J'ai fait 6 ans de réanimation néonatale et depuis 6 ans aux urgences pédiatriques. Je suis également sexologue clinicienne dans l'hôpital où je travaille aux urgences. J'ai écrit le livre « Enceinte, j'adapte ma sexualité ». Pour commencer, quels sont selon toi les principaux tabous ou idées préconçues autour de la sexualité pendant la grossesse ? Que ce soit la sexualité dans un domaine large ou de la sexualité associée à la grossesse, ça reste tabou. Et à contrario, la grossesse, elle reste quelque chose de sacré. Du coup, quand on associe la grossesse à la sexualité, ça peut sembler invraisemblable. C'est pas un sujet qu'on maîtrise effectivement. Alors, les principales questions que je peux retrouver en consultation, c'est dans un premier temps un sentiment de peur. Quand on parle de rapports sexuels avec pénétration au cours du premier trimestre, c'est vrai que les patientes me demandent s'il y a un risque de grossesse qui s'arrête naturellement, autrement dit de fausse couche. Alors c'est également un sujet tabou, je pense que c'est un mot qui va pouvoir revenir souvent dans notre émission. C'est-à-dire que la fausse couche, donc pour utiliser ce mot-là, même si bien sûr rien n'est faux, hein, tout est en train de se faire, mais malheureusement tout s'arrête. Ça peut toucher une femme sur 4, et c'est un défaut finalement de chromosome. Au moment de la fécondation, il y a quelque chose qui se fait pas correctement, un grain de sable qui se met dans l'engrenage, et à ce stade de développement embryonnaire, le grain de sable prend d'énormes proportions. Alors la grossesse s'arrête naturellement. Ça n'a rien à voir avec une sexualité passionnelle ou peu importe le ménage qu'on a pu faire. Enfin, en dehors de la sexualité, on a beaucoup de culpabilité et bien sûr, on le comprend, mais ça n'a rien à voir avec ce que l'on peut faire ou non. La deuxième question qui revient assez fréquemment, c'est de la part du partenaire qui se demande si, avec son sexe, il peut venir toucher le bébé pendant la pénétration. Non, bien sûr, hein, c'est quelque chose qui ne se fait pas, même à terme, je veux dire. Le corps de la femme est extrêmement bien fait. On a plusieurs enveloppes qui vont venir protéger d'abord le fœtus, d'abord l'embryon, pardon, et ensuite le fœtus. Et c'est vraiment quelque chose de très, très bien fait. On a le liquide amniotique, donc de l'eau. Ensuite, on a la poche qui est une fine membrane, le placenta, l'utérus, le muscle creux qui reçoit et qui permet le développement de la grossesse. Ce qui ferme l'utérus, c'est le col de l'utérus, qui est fermé par le bouchon muqueux. C'est l'un des premiers signes de l'accouchement, c'est ce que l'on va perdre avant l'accouchement. Et puis ensuite, on a le canal vaginal, qui est aussi un muscle creux et qui va s'allonger au moment de l'excitation, qui va déjà atteindre 10 à 12 cm. Donc le pénis est loin du bébé à ce moment-là.
Et puis, la question aussi cruciale, c'est quand je fais l'amour, que ressent mon bébé? Hem, eh bien, le bébé, si le rapport est plaisant, si on est bien détendu, il y a pendant cet échange une libération hormonale et qui nous permet d'être dans un moment de bien-être assez intense et le bébé, lui aussi, est dans un moment de bien-être, un spa à bulles, tout simplement. Bah, super, ça donne envie. Alors sinon, au niveau des changements physiologiques, lesquels peuvent influencer la sexualité des femmes enceintes? Quand je réfléchis à cette question, j'aurais envie, et je ne sais pas si je le peux, mais de te poser une question en retour. Selon toi, Cécile, quelle est la définition de la sexualité? Waouh! C'est une bonne question. Là, comme ça, j'ai pas de réponse, immédiate. Je me doute. À ta question précédente, j'ai bien stipulé que les questionnements, c'était par rapport à la pénétration. Pour nous, sexologues, je pense que je peux parler pour l'ensemble des sexologues, la sexualité commence dès l'instant où on va se retrouver en phase avec son partenaire, c'est-à-dire s'embrasser, se câliner, se caresser. C'est quelque chose que l'on ne fait pas avec quelqu'un d'autre que son partenaire. Alors, pour répondre à ta question, j'ai envie de te dire que dès les premiers temps, dès les premiers instants où les symptômes de la grossesse apparaissent, cela peut influencer la sexualité. C'est-à-dire, euh, si, admettons, le sexe oral fait partie des pratiques que l'on aime faire, au premier trimestre de grossesse, l'association des nausées et peut-être des vomissements vont faire passer l'envie de cette pratique. Donc, voilà, je suis un petit peu mitigée et nuancée sur cette réponse-là. Mais si on doit être un peu terre à terre, j'aurais envie de te dire que on a 3 trimestres. Donc le premier trimestre, via la fatigue, les nausées, les vertiges, on aurait peut-être envie d'une sexualité plus vanille, plus douce. Voilà, des caresses, la masturbation, de s'enlacer. Au deuxième trimestre, euh, on a cette crainte, ces peurs du premier trimestre qui se sont effacées grâce à la première échographie. On sait que le bébé va bien, elle se développe correctement. Et là, on se rend compte en tant que femme que vraiment on est enceinte puisque le baby bump, le ventre de grossesse, se pointe. Et on prend toute la mesure de la maternité, à mon sens. Et ça peut développer chez certaines femmes un pouvoir de séduction immense. On remplit un petit peu ce que l'on attend d'une femme, être enceinte et devenir maman. Il y a certaines femmes également qui, avec l'augmentation du volume sanguin, alors ça c'est pour toutes les femmes, pour que la grossesse se passe correctement, vont avoir de l'inconfort. C'est-à-dire que l'augmentation du volume sanguin, il est aussi dans les parties génitales, dans la vulve, dans le clitoris, dans le vagin. Et du coup, ça peut être inconfortable. C'est-à-dire qu'on sent l'excitation assez régulièrement et on ne sait pas quoi en faire. Alors, bon, est-ce qu'on est en capacité de s'occuper de façon assez solitaire? Ça, c'est un autre sujet. Est-ce que le partenaire est en capacité de répondre à nos attentes? Ça peut influencer aussi la sexualité. Certaines femmes vont découvrir l'orgasme au cours de la grossesse. Justement, grâce à ce volume sanguin qui va augmenter, les sensations vont être assez intenses et peut-être plus faciles à appréhender. Et puis, il y a les mouvements fœtaux qui commencent à se ressentir au niveau du deuxième trimestre. Et là, j'ai envie de te dire que ça peut influencer la sexualité du partenaire ou de la partenaire. Sentir qu'effectivement, il y a une troisième personne dans le lot, ça peut devenir compliqué. Et encore une fois, je pense que la réponse à que ressent mon bébé quand je fais l'amour, elle est bienvenue. Parce que voilà, on est bien, il se passe rien. Le bébé ne sait pas que ses parents sont en train de faire l'amour. Je veux dire, c'est pas incestueux, c'est juste du bien-être. Et puis, le troisième trimestre, on retrouve cette fatigue. Hein, on a, au bout de la grossesse, on a une prise de poids. On a envie de rencontrer son bébé. Parfois, on a aussi des douleurs lombaires. Et puis, certaines femmes peuvent trouver la pénétration moins satisfaisante. Du coup, c'est pareil, on réadapte la sexualité à ce niveau-là.
Bien sûr, tout n'est pas blanc ou noir. Certaines femmes vont aimer la sexualité, dès le moment où elles vont faire pipi sur leur test jusqu'à l'accouchement. D'autres vont avoir une sexualité qui fluctue. On est vraiment sur quelque chose de très individuel finalement. OK, donc énormément de facteurs au final qui vont jouer. Alors du coup, ma prochaine question, est peut-être un peu redondante. Est-ce qu'il faut au final vraiment adapter sa sexualité? Est-ce qu'il faut, se laisser aller? Et si en tout cas il faut l'adapter, quels sont tes conseils? Est-ce qu'il faut? C'est le verbe, falloir, c'est vrai qu'il est un petit peu, dur, je trouve, parce que je pense que si, la sexualité se déroule bien, si c'est quelque chose d'assez naturel, l'adaptation va se faire assez facilement. Il y a parfois, des patients, qui viennent me voir en me disant, voilà, on n'a pas peur, mais on ne sait pas comment faire et là, effectivement, on va adapter. Ce que l'on peut faire, je pense, à mon sens, le mot principal, c'est le confort. C'est-à-dire que voilà, je vais pas reprendre les 3 trimestres, mais, hem, je suis fatiguée le premier trimestre, je suis fatiguée, le soir. C'est trop dur, j'ai envie d'une sexualité, mais c'est trop dur le soir. Et ben, on réadapte en disant: «Bah, tiens, peut-être que le matin, je me sens plus en forme». On peut mettre le réveil, 5-10-15 minutes avant et puis on se câline le matin. On a une intimité le matin. Hem et puis, vraiment le confort, c'est, au troisième trimestre, j'ai un ventre assez proéminent, je sais plus trop comment me mettre, dans quelle position me mettre. Et bien, c'est pas grave, j'utilise des coussins, j'utilise mon coussin d'allaitement si j'ai un coussin d'allaitement. Voilà, je l'adapte, comme ça. Et surtout, j'utilise du lubrifiant. Alors que ce soit pendant la grossesse ou non d'ailleurs, mais j'ai envie de dire d'autant plus pendant la grossesse. Il y a pas de souci. Les lubrifiants à base d'eau, hem, naturels, il y a pas de souci, on les utilise, on les surutilise. Il y a pas de limite de consommation, j'ai envie de dire. Comment justement tu conseilles les couples pour encourager et faciliter la communication sur les besoins et les préoccupations qu'ils ont pendant cette période? C'est vrai que c'est, un sujet qui revient souvent en consultation. Heu, c'est quelque chose qui est assez difficile dans le couple, même pour ceux qui sont ensemble depuis longtemps et même pour ceux qui sont en train de fabriquer un bébé. Le sujet de la communication, c'est toujours difficile parce que je pense qu'on n'a pas appris à communiquer, enfant. Ne serait-ce que, voilà, en revenant aussi loin. On pense que quand on donne son avis, qu'on exprime ses émotions, l'autre le reçoit de plein fouet. On on se sent, agressé bien souvent. Et c'est un petit peu le sujet, dans la sexualité, c'est-à-dire que on va se sentir, «Bon, bah, je fais pas les choses correctement». Alors que non, c'est pas ça. On est des individus en constante évolution. Depuis, que le monde est monde, on a beaucoup évolué. Le souci de la grossesse, c'est qu'il faut évoluer de semaine en semaine. Les changements se font vraiment en semaine. D'abord, on parle de 41 semaines d'aménorrhée. On parle, de 9 mois de grossesse, oui, mais beaucoup en semaine. Alors, pour communiquer, j'ai envie, de rappeler simplement que ce n'est pas une attaque contre l'autre. Peut-être, déjà, il faut avoir des qualités d'écoute. À partir du moment où on veut, parler d'un sujet tel que la sexualité ou tout autre d'ailleurs, on doit se mettre dans une position d'écoute. C'est-à-dire que pas l'un sur son téléphone ou devant un écran. On est ensemble, on s'écoute avec bienveillance et respect. Ça, ce sont vraiment les choses que je répète assez souvent en consultation. Rien n'est acquis. C'est-à-dire que si aujourd'hui ma limite, parce que je suis dans le premier trimestre, c'est la pratique orale, peut-être que dans 15 jours, je passe au deuxième trimestre, ça va s'atténuer et puis je pourrais revenir sur une pratique orale. Donc c'est vraiment, moi comment je me sens, voilà ce que je ressens, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Ce serait un petit peu, voilà les conseils que je peux donner. Et si c'est trop dur, si c'est vraiment compliqué, si on se sent, en difficulté, eh bien, il faut pas hésiter à aller consulter, un ou une sexologue, un ou une thérapeute de couple, qui pourront aider à faciliter, cette communication qui s'estompe un petit peu. Et justement, c'était, effectivement le sujet de ma prochaine question.
Donc toi, tu conseilles aux couples qui vont peut-être rencontrer des soucis ou se poser des questions, de trouver du soutien auprès de professionnels de santé ou est-ce que tu as d'autres sources également à conseiller? Oui. Les professionnels de la périnatalité, donc tout ce qui tourne, autour de la grossesse, de la conception à la grossesse, au postpartum, et puis même après, jusqu'aux 2 ans de l'enfant à peu près, sont là pour écouter, conseiller, informer. Je pense que c'est aussi le mot clé dans tout ça, l'information et puis accompagner. Bien sûr, ils ont des connaissances que peut-être nous n'avons pas, ils ont, peut-être des outils que nous n'avons pas et il faut leur faire confiance. On a aussi le droit et je pense que c'est nécessaire de le rappeler, que si ce professionnel-là, que ce soit sage-femme, gynéco, sexologue, peu importe, que si le professionnel ne nous correspond pas, on a le droit d'en changer. Il faut se sentir à l'aise avec les professionnels. Et d'autres, je pense aux ostéopathes notamment, pour soulager les douleurs. Ils sont vraiment là pour ça. Les photographes de grossesse. Alors c'est vrai que c'est un budget, mais je pense que ça peut être que bénéfique parce qu'avec ce corps qui se développe, avec ces formes que l'on n'a pas l'habitude d'avoir, les photographes de grossesse savent mettre les femmes en valeur et leur retrouver, leur redonner une estime de soi assez importante. Et puis j'ai envie de te dire, maintenant qu'on s'est rencontrés, vous, bien sûr, avec tous les produits que vous proposez, euh, on peut être facilement accompagné et se sentir mieux. C'est adorable et par ton livre, bien évidemment, dont on reparlera un petit peu après. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé de grossesse. En postpartum, donc après l'accouchement, comment les couples peuvent se préparer à la reprise de leur vie sexuelle après la naissance du bébé? C'est vrai que souvent, il y a du cododo qui est mis en place. C'est une période qui est assez spéciale. Quels sont tes conseils? Alors, je pense qu'il faudrait se foutre la paix. Alors, c'est pas très bien dit. J'ai cherché une autre façon de le dire, mais je pense que c'est le plus clair. Parce que là, je pense que la reprise de la sexualité, c'est une sacrée étape. On sort de la maternité, on est 3, ou 4, ou 5, peu importe combien on a d'enfants. Et ça va venir effectivement chambouler beaucoup de choses. Selon l'accouchement que l'on a eu, euh, l'allaitement que l'on donne, que ce soit maternel, artificiel, mixte, euh, on a quand même affaire à pas mal de choses. C'est-à-dire que euh, une naissance par voie basse, on a quand même les tissus qui ont subi un vrai marathon. Voilà, la dilatation du col, le passage par le vagin, la césarienne, une intervention chirurgicale qui nécessite une anesthésie, euh, la- retrouver son corps, retrouver ses sensations, les douleurs que l'on appelle les tranchées, la remise en place de l'utérus, l'allaitement, avec la montée de lait. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'allaitement, elle est hormono-induite. Donc, euh, c'est l'instant un petit peu court de l'émission, mais pour pouvoir allaiter, on a la prolactine qui se met en place. Et la prolactine, elle va évincer les œstrogènes. Les œstrogènes, c'est ce qui va permettre la lubrification vaginale. Du coup, pour les femmes allaitantes, on a souvent une sécheresse vaginale. Et quand on est sèche au niveau du vagin, on n'a pas envie d'une pénétration. Alors, si on en a envie, mais que c'est trop compliqué, on a toujours affaire au lubrifiant. Ça, il est là, quoi qu'il en coûte. Euh, mais si on n'en a pas envie, on peut aussi revenir sur ces... Enfin, je veux dire, c'est pas qu'on dysfonctionne, c'est que vraiment, le corps, pour le moment, il est occupé à produire du lait et du coup, à moins s'occuper de la lubrification. La fatigue. La fatigue en postpartum, elle est là, hein, elle est pour tout le monde. Je pense que la sexualité, au sens où je l'ai définie précédemment, c'est-à-dire les câlins, s'embrasser, se toucher, sans être pénétrative, elle est essentielle pour justement garder le lien entre les partenaires et pas forcément se focaliser sur ce petit être. Bien sûr, on va s'en occuper plus que n'importe quoi d'autre, la maison, le ménage. Juste se retrouver en tant que couple. Le cododo, je voudrais revenir dessus parce que je pense que c'est un outil formidable. Alors, il y a le cododo et le co-sleeping.
Le cododo, c'est vraiment le lit accolé au lit parental. Ça, je le recommande puissance 10 000. Le co-sleeping, beaucoup moins, ce qui est beaucoup plus dangereux, hein, c'est le bébé dans le lit. C'est vrai que... Alors là, c'est l'infirmière qui parle, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus dangereux. Et c'est à ce moment-là qu'on adapte sa sexualité, c'est-à-dire que le bébé dans la chambre, ok, pas de problème. Faisons l'amour dans le canapé. Donc, au final, la prochaine question était à partir de quel moment les femmes peuvent reprendre une sexualité après un accouchement? Selon toi, c'est à partir du moment où elle en a envie et je suppose que qu'on ait accouché par voie basse ou par césarienne, la réponse, reste la même? Exactement. C'est de toute façon le leitmotiv de la sexualité. C'est j'ai une sexualité quand j'en ai envie et pas quand l'autre me met la pression. Ça, c'est important aussi, je pense, de le rappeler. C'est-à-dire que on parle beaucoup de consentement sur les réseaux et je pense que c'est plus que nécessaire. Le devoir conjugal n'existe pas, n'existe plus. Euh, C'est-à-dire que on peut prendre soin de ses propres besoins. La masturbation sert à ça, si vraiment l'envie est trop pressante. Reprendre une sexualité, alors, d'après les recommandations obstétricales, donc que ce soit gynéco ou sage-femme, quand même, on a une période de 6 semaines. C'est le temps de cicatrisation des tissus et que l'utérus retrouve sa taille normale d'avant grossesse. Maintenant, voilà, si les femmes sont prêtes, si elles en ont envie, si elles ont envie d'une séance d'intimité masturbatoire, tout simplement, encore une fois, sans pénétration, avec beaucoup de douceur, ok, go, pas de souci. Je mettrais quand même un bémol. On dit souvent que l'allaitement est un bon moyen de contraception. Sauf que, en fait, il y a des limites à cette contraception. C'est-à-dire que il faut que ce soit un allaitement exclusif. Ça dure que les 6 premiers mois de l'allaitement. Il faut que ce soit des tétées toutes les 4 heures la journée, pas plus. Et 6 heures la nuit, jusqu'à 6 heures la nuit. À partir du moment où le bébé saute une tétée sur la journée, la contraception n'est plus, l'ovulation n'est plus bloquée. Le retour de couche peut se faire. On adore poser la question à nos invités. Quel est le petit secret que tu aimerais donner à toutes les mères nature qui nous écoutent? C'est une question, je pense, qui m'a posé beaucoup de problèmes. Du coup, j'ai écouté les autres podcasts parce que j'avais envie de mieux vous connaître et puis parce que ça m'intéressait beaucoup. Et en fait, je crois qu'on a toutes la même réponse, c'est s'écouter. Et du coup, j'avais pas tellement envie d'être redondante. Alors, je vais revenir sur se foutre la paix. Alors, je me disais que c'était pas très beau, mais effectivement, c'est bien clair. C'est-à-dire que peu importe ce que vous êtes en train de vivre, c'est votre grossesse. Si on repart sur la grossesse, c'est votre grossesse. Euh, Mamie, elle faisait ça, et ben c'est bien pour mamie. Tata, elle fait ça, bah, c'est bien pour elle. Vous, c'est vous. Faites vraiment ce qui vous semble mieux. Et c'est la même chose pour la sexualité. Vous avez envie, on y va. Vous n'avez pas envie, on n'y va pas. Vous avez envie et d'un coup ça c'est plus possible, on arrête, on fait autre chose. Vraiment, on se fout la paix et on se laisse guider par son intuition. Ça, c'est mon petit secret, je pense. Parfait. Enfin, j'ai ton livre avec moi, qui est super. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, c'est un projet que j'ai en tête depuis plusieurs années. Je suis diplômée en sexologie depuis 2020. Et en fait, pour tout te dire, il fallait qu'on réalise un mémoire de fin d'études. Et j'avais envie d'aborder ce sujet-là. Et ma directrice de mémoire m'a dit, ah, c'est quand même quelque chose qu'on étudie. On l'a fait en cours, on l'a vu en long, en large et en travers. J'avais dit, bon, d'accord. Bon, du coup, je me suis orientée sur autre chose. Et puis quand même, j'avais envie de pouvoir partager quelques petites infos, quelques petits liens sur ce sujet-là parce que eh ben, finalement, il n'y a pas beaucoup de livres sur le sujet. Certains ont été édités. Je pense qu'ils sont un petit peu vieillots parce que quand je les avais lus justement pour enrichir un peu mon ouvrage,
je m'étais dit, ah, c'est un petit peu fort, ou alors, si, il fallait quand même se forcer à la sexualité pour monsieur. Bon, je trouvais ça, ça n'allait pas. Et, et puis dans le même temps, donc voilà, on est en 2020, j'ai le sujet en tête et mon livre sort en 2024, le temps d'écriture et tout. Et dans l'entrefaite est sorti un autre livre de Camille Bataillon, Réinventer sa grossesse après bébé. Et je pense que nos deux livres se complètent assez bien. J'avais vraiment envie d'offrir aux femmes enceintes et même aux couples un support avec des informations précises pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées sur leur sexualité. Merci beaucoup Pauline pour ce temps de partage. De rien, Cécile. Je suis sûre que le sujet va passionner nos auditrices. On est hyper contente d'avoir pu l'aborder ensemble. Et du coup, on mettra toutes les informations sur ton livre en description de l'épisode. Encore merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Merci, Cécile. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons que tu as passé un excellent moment en notre compagnie. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à lui donner autant d'étoiles que tu veux. Et n'oublie pas, nous sommes toujours disponibles sur Instagram pour répondre à tes questions. Et au fait, les nausées, remontées acides ou jambes lourdes te gâchent la vie? Découvre nos infusions spéciales grossesse sur gariguetteaupluriel.fr pour apaiser tes maux.